Est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé seul sur une île déserte? Moi oui. Enfin, il y avait des potes et puis c'était une île en Guadeloupe, donc ça s'appelle Petite Terre. Très sympa. Je me suis cassé le petit doigt avec l'encre d'un bateau, on a joué au volet. Cette histoire ne va absolument pas parler de ça. Vous voyez cette île? Elle est vraiment toute petite. Moins de 2 km de long et d'1 km de large. Si même les satellites de Google Maps ont du mal à avoir une bonne image, c'est que ça doit être un trou perdu. Eh bien, ça l'est vraiment, parce qu'en fait, depuis l'île de Tromelin, il faut plusieurs jours de navigation pour rejoindre Madagascar ou La Réunion. Elle n'est pas que perdue au milieu de l'océan, cette île, il y a pas d'arbres et le point culminant est à 7 mètres de haut. Côté météo, c'est pas cool parce qu'il fait très chaud et vous savez, pas d'arbres égale pas d'ombre. En plus de ça, de décembre à avril, c'est la saison des cyclones. Ça va péter! Les seuls habitants sont quelques oiseaux et des tortues marines qui viennent y pondre de temps en temps. Ah oui, et elle est entourée de récifs coralliens qui couperaient facilement la peau de n'importe quel nageur qui viendrait y poser le pied. Bref, une île sympa pour un après-midi pique-nique ou pour jouer au volley ou se casser le doigt, mais pas plus. Vraiment pas plus. Eh bien, aujourd'hui, on va voir comment des naufragés ont survécu sur cette île pendant près de 15 ans. Est-ce que vous imaginez ce que c'est 15 ans? C'est mon âge mental. C'est énorme. Mais pour vous préparer à écouter cette histoire qui est sûrement la plus folle que vous avez jamais entendue de votre vie, il faut qu'on fasse une pause et que je vous parle de Displate. Est-ce que vous connaissez Displate? Displate, c'est quoi? C'est une plaque en métal. Et vous allez me dire, mais c'est bien qu'on a les plaques en métal. Mais à quoi ça sert? Ça sert à décorer chez vous. Ça sert à montrer aux gens que vous avez du goût. Et ça sert à vous-même être des bonnes personnes en soutenant les gens qui font des plates sur Displate. Cette fille-là, quand elle a fait cette plate, elle se doutait pas que vous alliez l'acheter par millions et qu'après, elle allait être trop contente. Et elle est très sympa, donc n'hésitez pas. Et en fait, tous ces gens qui ont fait des plates incroyables, y compris celle-là, vous pouvez les trouver sur le lien que j'ai mis en description avec un code promo qui s'applique automatiquement et qui fonctionne sur tout le site automatiquement. Vous avez juste à passer par mon lien et en fait vous avez une réduction. Et là vous allez me dire, mais Cola, comment ça fonctionne? En gros, vous avez un aimant et en fait cet aimant, il se colle à la plate et il tient la plate contre le mur. Ce petit collant là, il se met pas sur votre mur parce qu'il faudrait pas l'abîmer. Il se met sur un espèce de collant en papier craft qui est fait pour pas abîmer votre mur et c'est trop bien parce que ça marche extrêmement bien. Démonstration. Oh, j'aime bien changer cette plate. Très bien. Hop. Contact. Et voilà. Celle-là aussi, elle est sur le site. Et vous savez ce qu'il y a sur le site en plus? Celle qui s'affiche à l'écran en ce moment. Et en fait, celle-là, elle est vraiment trop belle. Et je vous la recommande. N'hésitez pas, vous avez le code promo qui est en description. Je vous encourage fortement à tout acheter, le site en entier, et ça me ferait très plaisir. Et tout de suite, je vais vous raconter ce qui s'est vraiment passé sur l'île de Tromelin. 1761, océan Indien, États-Unis. Ok, c'est pas aux États-Unis. Moi, j'aime bien les films qui commencent comme ça. New York. États-Unis. On sait que New York, c'est aux États-Unis, c'est pas en Belgique. Pardon, je continue. L'île Maurice appartient à cette époque à la France, qui l'a rebaptisée Île-de-France, pour que tout le monde sache que ça appartient à la France. Avec l'île de la Réunion et Rodrigue, cette île appartient à l'archipel des Mascareignes, à l'est de Madagascar. Quand les premiers colons sont arrivés sur l'île Maurice au XVIIe siècle, ils se sont rendus compte de deux choses. La première, c'est qu'il y avait plein de dodos, vous savez, les oiseaux, et la deuxième, c'est que l'île était assez compliquée à cultiver. Ils se sont donc mis à chasser le dodo, qui devient l'une des premières espèces à s'être officiellement éteinte par la main de l'homme. Tiens, c'était notre dernière femelle. Et surtout, ils ont amené des esclaves sur l'île pour faire le travail des champs. Plein d'esclaves. L'archipel des Mascareignes est très bien placé sur les routes du commerce des esclaves. Certains étaient achetés en Afrique puis revendus en Inde, d'autres c'était l'inverse, puis on les revendait aux Mascareignes. Bref, la mondialisation n'a pas commencé avec l'iPhone. Et pour la Compagnie des Indes orientales françaises qui gouvernait cet archipel, c'était le pactole. Vous vous en doutez, le commerce d'esclaves à l'époque était lucratif mais aussi très meurtrier. Les esclaves étaient transportés dans les cales des bateaux souffrant de malnutrition mais aussi de multiples maladies. La dysenterie, la typhoïde, la variole, le choléra, les infections pulmonaires, parasitaires ou juste la fièvre, enfin bref, la joie. La plupart des esclaves étaient enchaînés parce qu'on craignait qu'ils se jettent à l'eau. En moyenne à l'époque, on comptait 12% de pertes par voyage. Mais comme les esclaves se revendaient le double de leur prix d'achat, ça valait le coup pour les marchands. Cette histoire ne commence pas du tout de manière très drôle, mais c'est quand même important pour la suite. Ah oui, et un autre truc à comprendre, c'est qu'en 1761, c'était la guerre de 7 ans, qui a duré 69 ans. Non, elle a duré 7 ans. Cette guerre entre plusieurs puissances européennes faisait rage dans le monde entier, en Europe, aux Amériques et dans tout l'empire colonial français et britannique. Churchill lui-même la qualifie de première guerre mondiale. Et Churchill, c'est le genre de gars qui s'y connaît en guerre. Et donc, l'empire britannique en sort vainqueur et la France perd de nombreux territoires, tels que le Québec et la Louisiane. Vous vous rendez compte que si on n'avait pas perdu, on aurait pu avoir le visage de Macron sur les billets de 20 $ canadiens. C'est faux, mais c'est incroyable. Finito. Maintenant, l'histoire commence. 1761, océan Indien.
le gouverneur de l'Île-de-France est inquiet de voir la flotte anglaise faire un blocus autour de l'île et bloquer complètement l'approvisionnement en nourriture. C'est ainsi qu'apparaît le premier de nos protagonistes, le capitaine Jean de Lafargue, David. Hey, salut tous ses amis! Qui arrive après un voyage de 5 mois en Île-de-France et rencontre le gouverneur, qui lui dit « Bon, Jean, bon, j'ai peur que les Anglais nous coupent tout approvisionnement. Alors tu vas aller à Full Point, à Madagascar, et tu vas nous ramener des provisions. De la bouffe! Ah, et surtout, ne ramène pas d'esclaves. On n'en a pas besoin. » C'est ainsi que l'Utile, c'est le nom du bateau, partit de l'Île-de-France le 27 juin et arriva 3 semaines plus tard à Full Point, Madagascar, États-Unis. Le truc avec Full Point, c'est que malgré son nom rigolo, c'était le plus grand port de marchands d'esclaves de Madagascar. Et le deuxième truc, c'est que le capitaine Jean de Lafargue, David, était un filou. Et il a dû se dire un truc du genre. Mais attends, ce qu'il faut c'est que je ramène de la bouffe en Île-de-France. Mais ça m'empêche pas d'acheter quelques esclaves, de les revendre sur Rodrigue avant de retourner voir le gouverneur. Comment il pourrait le savoir? C'est impossible. Internet n'existe pas, je vous rappelle. Rodrigue, c'est la 3e île de l'archipel des Mascareignes et c'est à 600 km à l'est de l'Île-de-France. Le capitaine a donc acheté 158 esclaves malgaches pour une somme d'environ 10 000 livres, ce qui correspond au total de son salaire annuel, mais vu qu'il comptait les revendre pour le double, pour lui, c'était un excellent deal. Le plan était donc de filer vers Rodrigue en passant bien au nord de l'Île-de-France, vendre les esclaves et repartir direction plein ouest vers l'Île-de-France. Sauf qu'il y avait un grain de sable dans son plan, littéralement. En 1739, une toute petite île avait été cartographiée dans la zone, un grain de sable, une toute petite bande de terre de 1700 mètres de long et 700 mètres de large, et oui, celle dont on parlait en début de vidéo. Félicitations, tu viens de gagner une promotion Displate. C'est les émotions en fait c'est... Et à l'époque, Google Maps n'existant pas, les cartes étaient très imprécises. Ici, par exemple, on peut voir 3 cartes maritimes de la zone à l'époque. La première est anglaise, la deuxième est allemande et la dernière est française. La carte de 1739 indiquait l'île du Sable à 48 km au sud et à 108 km à l'est de sa véritable position. Et d'ailleurs, une autre carte de 1757 indiquait qu'il y avait une île quelque part dans la zone sans vraiment indiquer sa position. Il y avait 2 cartes imprécises à bord du bateau et en gros, le capitaine, il savait que l'île était par là. Je connais cette théorie, oui. L'Utile était parti depuis une semaine, et malgré les vents de face, le voyage se passait bien. On amenait les esclaves sur le pont du bateau pour qu'ils prennent l'air, et on jetait les corps de ceux qui n'avaient pas survécu. Après 8 jours de navigation, le 30 juillet, le capitaine décida de changer de cap pour éviter l'île de Sable, qui se trouvait un peu plus à l'est, donc sur leur route, et ils mirent le cap plein sud. Tout ça en se basant sur les vieilles cartes. Le truc, c'est que la vraie position de l'île se trouvait au sud de leur position. L'autre truc, c'est que le barreur du bateau avait une autre carte qui lui indiquait que l'île se trouvait bien au sud de leur position. Mais le capitaine Jean de Lafargue, David, n'écouta pas ses conseils et le traita même d'ignorant, crétin, stupide hobbit joufflu et continua sur sa lancée. La nuit du 31 juillet était sans lune, on n'y voyait rien du tout, à part quelques oiseaux qui volaient au-dessus du navire. Et n'importe quel marin aguerri sait que lorsque les oiseaux font leur apparition, ça signifie que la Terre n'est pas loin. Bravo! Vous venez de gagner un code promo Displate. Encore! Le capitaine Jean de Lafargue, David, n'y prêta aucune attention, ni au code Displate, ni aux oiseaux. Vous vous rendez compte du type? Ce qui n'est pas malin. N'importe quel marin sait que quand 2 cartes sont contradictoires, qu'on se dirige peut-être vers une île qu'on n'a aucune visibilité et que des oiseaux font leur apparition, il est peut-être temps d'arrêter le navire et d'attendre le lendemain, histoire d'y voir plus clair. Et le capitaine Jean de Lafargue, David, décida donc d'aller se coucher. À 22h20, le marin Hilarion Dubuisson de Kérodic se rend comme tous les soirs avant d'aller se coucher à la proue pour vérifier le compas et pour crier dans le vent parce que quand tu t'appelles Hilarion Dubuisson de Kérodic, t'as envie de crier. Mais il va la fermer sa gueule! Le compas lui indique qu'il se dirige plein est, donc tout va bien. C'est au moment où il pose le pied sur le pont inférieur que la première secousse arrive. Celle-ci fut terrible et envoya le pauvre Kérodic au sol. Une autre secousse frappa ensuite le navire et très vite, le pont fut envahi de marins abasourdis et mal réveillés qui se demandaient s'ils avaient touché la terre ou un récif isolé. Vite, il fallait trouver le premier lieutenant Castellan du Vernet, qui lui aussi était deg de s'appeler comme ça, pour savoir quoi faire. Au milieu de cette agitation, les esclaves étaient toujours enfermés dans les cales, secoués de tous les côtés par le bateau qui était en train de se briser, à entendre comme seule indication des marins en train de crier dans une langue qu'ils comprenaient pas. Vous imaginez la panique? Les manœuvres désespérées des marins ne permirent que de positionner le côté tribord, donc à droite, sur les récifs, et le côté bâbord, quant à lui, à gauche, était exposé aux vagues, donc c'était pas ouf. À 2h du matin, le lieutenant Castellan du Vernet ordonna qu'on jette les canons les plus lourds
par-dessus bord, ce qui était malin mais pas du tout utile parce que les planches du pont du bateau étaient déjà en train de craquer et que plusieurs voies d'eau avaient déjà fait leur apparition dans la coque du bateau. À 3 h du matin, le bateau se brisa littéralement en deux et l'avant et l'arrière se dirent au revoir comme dans Titanic, dans un torrent d'eau et de bois brisés. Les hommes d'équipage s'accrochaient à tout ce qui flottait et les esclaves firent de même, mais pas ceux qui étaient encore attachés. On doit le récit de ce naufrage à Kérodic, vous savez le mec avec le nom ridicule, qui a pu le raconter de manière très précise par la suite. Un esclave noir qui se noyait voulait attraper la planche qui me servait de bouée, mais j'ai réussi à lui mettre 2 coups de pied qui lui firent lâcher prise. À ce moment, j'ai entendu une voix qui appelait à l'aide et j'ai vu un marin couvert de sang qui essayait de nager faiblement vers moi. Je l'ai hissé sur ma planche et nous avons essayé de rejoindre terre. Alors, si vous vous êtes moqué de son prénom juste avant, sachez que vous avez totalement le droit. Ensuite, et pour faire vite, ils ont essayé d'escalader l'arrière du bateau qui était coupé en deux pour regagner la plage à travers le corail coupant et les vagues. Puis, ils ont balancé une corde pour que les retardataires puissent rejoindre la plage le plus rapidement possible. Et là, ils y sont presque tous arrivés, mais pas le frère du lieutenant Castillon de Vernet, par exemple. Et donc, après toutes ces épreuves qui s'apparentent à un mix entre Aqualand et Ninja Warrior, ils s'échouent sur l'île du Sable au petit matin. Quasiment tout l'équipage a survécu au naufrage, les esclaves ont évidemment eu beaucoup moins de chance. Au total, 123 marins et 88 esclaves malgaches se retrouvent sur l'île. Les esclaves étaient-ils libres? Les marins avaient-ils toujours de l'autorité? Personne ne le savait. En tout cas, ils étaient tous naufragés sur une île déserte particulièrement plate. Ok, par où commencer? La première chose qu'ont fait les hommes, c'est de faire des allers-retours entre les restes du bateau encastrés dans les récifs pour récupérer le plus de matériaux possible. Le nom du bateau, l'utile, allait se révéler tout à fait approprié. Et le mot approprié était aussi approprié parce qu'ils se sont appropriés l'utile, le bateau. Ouais. Ils ont ramené ainsi à terre une bonne partie de la cargaison, pas mal de bois, ainsi que les voiles. Le bois et les voiles ont été utilisés pour construire des tentes, les plus grandes pour les officiers et les plus petites pour les marins. Les esclaves, quant à eux, ils avaient élaboré un campement de fortune sur l'autre extrémité de l'île. Ils se sont barrés le plus loin possible et ils ont dit « niquez-vous ». De toute manière, ils parlaient pas la même langue. Comment on dit « niquez-vous » en malgache? Manadala Anao. C'est joli. Comment on dit « abonnez-vous » ? Comment on dit « displate » ? Il fallait rationner ses ressources et donc les marins se les gardaient, ne laissant aucun esclave approcher. Certains mousquets furent sauvés, ce qui permit de faire régner l'ordre sous le commandement de Castillon de Vernet. Cet ancien officier de l'armée connaissait quelques trucs en matière d'ordre. Ah oui, parce que le capitaine Jean de Lafargue, David, fut certes sauvé, mais il était en piteux état. Il était à moitié fou de se rendre compte qu'il avait perdu sa réputation, sa carrière, sa fortune, son rang et son bateau dans une seule nuit. Clairement, si le bateau coule, t'as le seum. Mais il y avait un problème urgent à régler, c'est qu'il n'y avait pas d'eau sur l'île. Et la cargaison de l'utile était surtout composée de bourbon, de vin rouge, de liqueur, enfin d'alcool quoi. Les marins ont donc bu de l'alcool H24 pendant 3 jours comme Jack Sparrow, avant de se rendre compte qu'ils étaient certes sous, mais pas du tout désaltérés. Quoi? Au 4e jour, un des mecs un peu moins bourré que les autres a dû se dire les gars, allons creuser un trou pour chercher de l'eau. Miracle sans lequel cette histoire n'existerait pas. Ils ont trouvé de l'eau, qui avait certes une sale tête, mais au moins elle n'était pas salée. Les repas se composaient d'oiseaux, d'œufs trouvés sur la plage, de quelques rares tortues de mer et de poissons. Une fois le risque de mort précoce écarté, il était temps de se rendre à l'évidence. Ils étaient perdus au milieu de l'océan. Une seule solution, construire un nouveau bateau et s'enfuir de cet enfer de sable pour rejoindre Madagascar. L'idée émergea dans la tête de Castillon qui débuta immédiatement la construction. Il travaillait sans relâche, surtout Castillon qui, selon Kérodic, ne se ménageait pas et travaillait jour et nuit. Et puis, les esclaves malgaches se sont ramenés et ont aidé les marins à construire le bateau. Et Kérodic lui-même a dit « C'est impossible d'exprimer toute l'aide qui nous a été apportée du premier moment au dernier par ces esclaves malheureux. Ils ont travaillé comme on pourrait l'attendre d'un équipage qui y met les meilleures volontés. » Peut-être parce que eux, ils étaient pas en train de se picher la gueule avec les restes de Rome. Après, on ne sait pas si les esclaves, ils ont prêté main forte volontairement ou s'ils ont été forcés par les marins. Et on ne sait pas non plus s'ils avaient compris qu'une embarcation d'à peine 10 mètres de long, ce serait pas suffisant pour emporter 200 personnes. Quoi qu'il en soit, 2 mois après le naufrage, le 26 septembre, la construction du bateau était enfin achevée. L'aumônier bénit l'embarcation et elle fut baptisée la Providence. À 17 h, le 27 septembre, les 122 membres d'équipage ont embarqué sur le bateau, direction Madagascar, direction les vacances. Castellan du Vernet laissa 3 choses aux esclaves abandonnés sur l'île. Ça fait mal. 3 mois de provisions, une lettre écrite en français pour un capitaine qui pourrait passer par là, expliquant à quel point les esclaves ont été utiles dans leur survie et toutes leurs mésaventures, et une promesse de venir les chercher le plus vite possible. Retenez bien ces derniers mots. Le plus vite possible.
Les 80 esclaves malgaches se sont donc retrouvés sur une île déserte avec aucun espoir de s'échapper, si ce n'est la vague promesse d'un homme qui les avait enchaînés dans la cale d'un bateau 3 mois plus tôt. Ils ont donc rapidement investi les tentes que les Français avaient laissées et ont survécu avec les maigres nourritures que l'île fournissait. Malheureusement, les tentes sont très rapidement détruites parce que dès décembre, c'est la saison des cyclones qui commence dans la région et ils peuvent être d'une puissance incroyable. Par exemple, récemment, en 1986, on a vu 2 cyclones qui ont frappé la zone en moins d'un mois et les vents qu'on a enregistrés, c'était à plus de 300 km/h. Donc imaginez-vous vivre ça sur une île toute plate qui devait être à moitié submergée par les eaux, ça devait être terrifiant. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont plongé pour récupérer des cailloux au fond de la mer et construire des habitations faites de rochers et de bois. Les Français, en partant, ils avaient laissé un feu allumé que les Malgaches maintenaient constamment en vie en utilisant le bois de l'énorme épave de l'Utile. Et c'est assez incroyable de se dire qu'en fait, si ce feu il s'éteignait, ils pouvaient juste pas le rallumer. Et ils s'en sont aussi servis pour faire un espèce de four qui leur permettait de cuire de la nourriture et de forger des petits ustensiles et des bols. Ils avaient créé une sorte de micro-société, là, au milieu de l'océan. Beaucoup de femmes sont tombées enceintes, malheureusement, il n'y a aucun enfant qui a survécu, et c'était lié à leur régime alimentaire qui était exclusivement carnivore. En termes de survie, ils s'en sortaient quand même pas mal, malgré le fait qu'il y en ait beaucoup qui soient morts, et au bout de 3 ans, Le plus vite possible. il y en a qui étaient à bout et qui ont décidé de construire un radeau de fortune pour s'enfuir de l'île et tenter leur chance. On ne les a jamais revus. Là, c'est le moment de faire un petit retour en arrière sur les marins qui se sont échappés avec le bateau qu'ils ont construit, le bateau de fortune qu'ils ont appelé la Providence. Retour en arrière de 3 ans quand même. Ils sont arrivés à destination le 1er octobre 1761, 4 jours après être partis. Seulement, l'un des leurs est mort pendant le trajet. Ils furent trouvés en mer, au large de Madagascar, par une patrouille de navires de guerre français. L'amiral à bord écouta attentivement le récit de Jean de Lafargue, David, et de Castillan, et ça a donné à peu près ça. Il faut absolument retourner sur l'île pour sauver ces pauvres esclaves. Oui, c'est possible qu'il y ait eu quelques esclaves dans mes cales, je me rappelle pas trop, mais je pense qu'ils étaient pas très nombreux, ils devaient être sur 60 max. Je vous rappelle que le gouverneur lui avait explicitement donné l'ordre de pas prendre d'esclaves. Ouais, bon, pour le moment, vous devez rejoindre l'île de France et faire votre rapport au gouverneur. Le mec te rigole pas. J'étais intransigeant. C'est ainsi qu'ils furent embarqués sur un autre bateau pour les ramener de Madagascar à l'île de France, et ça fait beaucoup de trajets en bateau. Surtout qu'ils étaient extrêmement fatigués après toutes ces péripéties, et d'ailleurs, Jean de Lafargue, David, mourut pendant le trajet d'une fièvre. Le mot orge en sumérien se prononce chè. Ce qui finalement n'était pas une si mauvaise chose pour lui, car le gouverneur avait appris que l'Utile avait embarqué plus de 150 esclaves, et il était plutôt vénère. Dans son rapport pour la Compagnie des Indes, si le gouverneur décrit le lieutenant Castillan de Vernet comme un officier d'une rare utilité, ces mots pour le capitaine Jean de Lafargue, David, sont moins sympas. Il a écrit « Lafargue mourut durant le trajet de retour, et c'est le mieux qu'il puisse faire, pour la perte de son navire, dont il est le seul responsable, à cause de son comportement idiot. » C'était un bon type, ce gouverneur. Ensuite, il refusa catégoriquement de secourir les esclaves sur l'île de Sable, car c'était la guerre. Full flemme. C'est pas un bon type, ce gouverneur. Il avait pas que ça à faire, il allait pas risquer la perte d'un autre navire pour des esclaves malgaches. Il se faisait tard, sa femme l'attendait pour dîner, et puis il avait mal au dos. Je vais le démarrer, cet enculé. 5 mois après leur arrivée sur l'île de France, le 1er juillet 1762, Castillan embarque sur un navire de guerre en tant que premier lieutenant. Et excellente nouvelle, il n'avait pas oublié sa promesse faite aux malgaches naufragés. Yes. Il proposa au commandant du navire de se dérouter vers l'île de Sable, et le plan tomba à l'eau, parce que le navire fut pris dans un combat. Et finalement, Castillan retourna en France et essaya de convaincre le plus de gens possible d'aider les naufragés qui étaient coincés sur l'île à plusieurs milliers de kilomètres de là. Petit saut temporel, 11 ans. Le plus vite possible. Après avoir quitté l'île de Sable, Castillan était toujours tourmenté par le sort des esclaves abandonnés là-bas. Il écrivit une lettre en septembre 1772 au secrétaire d'État chargé de la marine dans le but de le convaincre d'y envoyer un bateau. En 1772, la guerre était terminée et la Compagnie des Indes françaises était dissoute. Les Mascareignes étaient maintenant sous la gouvernance du roi de France. Le secrétaire d'État fut touché par la lettre de Castillan et l'idée commença à faire son bout de chemin. Et c'est ainsi que 3 jours, non, 3 semaines, non. 3 mois, non. 3 ans plus tard, Le plus vite possible. en 1775, que les naufragés malgaches ont enfin vu une voile s'avancer prudemment vers eux, de manière tout à fait prudente parce que les récifs étaient toujours aussi dangereux qu'il y a 15 ans. Ce fut un échec. Et bougez-vous le cul. 2 hommes débarquèrent enfin pour venir voir les malgaches, et l'un d'entre eux ne put rentrer au bateau et s'est retrouvé coincé sur l'île à son tour. Sur l'île, ils étaient plus que 13, 3 hommes et 10 femmes. Parmi elles, il y avait une mère et sa fille, et la fille était la seule qui avait un nom, c'est Miavou, ce qui veut dire en malgache, celle qui n'est pas fière.
Quelques mois plus tard, après l'arrivée du marin français, on va l'appeler Jean pas de chance parce qu'il a pas de chance, Semiavou donna naissance à un bébé. Ce fut le seul bébé de cette île qui survécut. On sait pas trop pourquoi, mais peut-être que Jean pas de chance était le père et que vu qu'il avait une meilleure condition, ça a permis au bébé de survivre. Durant l'année 1776, les Malgaches et Jean pas de chance virent par 2 fois des voiles à l'horizon, mais aucune ne vint les aider. Et là, rebondissement, Jean pas de chance comprit, comme les autres avant lui, qu'il fallait quitter cette île par ses propres moyens. Il se mit donc à construire, avec les Malgaches restants, un vaisseau de fortune, un petit bateau qui leur permettrait de retrouver la civilisation. Il embarqua durant l'automne 1776 avec les 3 hommes restants et 3 des 10 femmes qui restaient sur l'île. Il s'appelle Jean pas de chance, vous pouvez deviner ce qui lui est arrivé, on les a plus jamais revus. Et là, pour le coup, c'est vraiment pas de chance parce que s'ils avaient attendu quelques mois de plus, ils auraient pu être sauvés par le Dauphiné, un navire commandé par le chevalier de Tromelin, un navigateur expérimenté qui avait participé aux explorations des îles Kerguelen. Son approche de l'île fut plus que prudente, évitant les pièges dans lesquels ses prédécesseurs étaient tombés, et c'est ainsi qu'il sauva les derniers survivants de l'île du Sable. 7 femmes et un nourrisson. 5600 jours, un peu plus de 15 ans. Ça, c'est le temps qu'ont passé les 7 femmes qui ont été sauvées sur cette île maudite de l'océan Indien. On les ramena sur l'île de France et on les présenta au gouverneur Ternay, qui était le remplaçant du gouverneur du début de l'histoire. C'est même plus les mêmes personnages tellement il y a de temps qui est passé. On leur donna des vêtements chauds et on les soigna. Les Malgaches refusèrent qu'on les ramène à Madagascar de peur d'être capturés par des marchands d'esclaves. Il restait la question épineuse de leur liberté. Étaient-ils toujours des esclaves? Le gouverneur jugea inqualifiable qu'on les enchaîne à nouveau et il avança le fait que puisqu'ils avaient été achetés illégalement, ils n'avaient jamais été esclaves et donc ils étaient libres. Ensuite, l'intendant du roi, Jacques Maillard de Mescle, fut tellement touché par l'histoire de Semiavou et son bébé qu'il les accueillit dans sa maison. Il fit rapidement baptiser l'enfant et lui donna un nouveau nom, Moïse. Sa mère fut renommée Ève et sa grand-mère fut renommée Dauphine, en l'honneur du bateau qui les a secourus. Et les registres s'arrêtent là et on sait pas trop ce qui leur est arrivé par la suite. Aujourd'hui, la petite île de Tromelin est habitée par une petite base météorologique et toute cette histoire a été accréditée par des fouilles archéologiques qui ont débuté en 2006. C'est marrant de voir comment un petit bout de sable de quelques centaines de mètres de long, perdu au beau milieu de l'océan, peut être le théâtre d'événements aussi incroyables et tristes. En tout cas, avec les changements climatiques et la montée des eaux, il y aura moins d'histoires comme ça. Et c'est peut-être ça la solution, la pollution. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. C'est vrai qu'elle était plus longue que ce que je fais d'habitude, mais en même temps, l'histoire était trop cool et ça méritait de prendre le temps. J'espère que vous allez tous vous abonner et aussi j'espère que vous allez tous acheter l'entièreté du site de Displate, sinon c'est moi qui vais le faire. La prochaine vidéo de ce style, normalement, elle sera sur les combats. C'est le thème global. Hasta la vista.